Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 décembre 2025 et nos chers amis Michael Hudson et Richard Wolff sont avec nous, Michael depuis New York et Richard à Paris, en France. Bon retour parmi nous. Merci. Heureux d'être ici. Veuillez vous abonner. Littéralement, heureux d'être ici. Ouais. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime. Vous pouvez suivre Michael sur son site web, michaelhudson.com, et Richard sur sa chaîne YouTube, Democracy at Work, ou sur son site, democracyatwork.info. Commençons avec vous, Michael, à propos de la situation au Venezuela. Hier, nous avons appris par Tucker Carlson que Donald Trump voulait déclarer la guerre au Venezuela. Et Trump, lui-même, a dit quelque chose de vraiment étrange lorsqu'il parlait du pétrole et des terres du Venezuela. La façon dont il a parlé de ces propriétés vénézuéliennes donnait l'impression qu'elles appartenaient, en quelque sorte, aux États-Unis. Voici ce que dit Donald Trump. Et les droits pétroliers, quels qu'ils aient été, ils nous les ont retirés parce que nous avions un président qui peut-être ne faisait pas attention. Mais ils ne vont pas refaire ça maintenant. Nous le voulons de nouveau. Ils ont pris nos droits pétroliers. Nous avions beaucoup de pétrole là-bas. Comme vous le savez, ils ont expulsé nos entreprises et nous voulons le récupérer. Michael, en regardant ce que Donald Trump a dit hier soir, penses-tu qu'il devient plus va-t-en-guerre envers le Venezuela ou qu'il se dégonfle? Oh, il est certainement plus belliciste. Hier, je m'attendais à ce que notre discussion de ce matin porte entièrement sur Trump déclarant la guerre au Venezuela, parce que Tucker Carlson avait fait une annonce qui a été reprise partout sur Internet, Yahoo et d'autres, disant « Voici ce que je sais pour l'instant. Des membres du Congrès ont été informés hier qu'une guerre se prépare et qu'elle sera annoncée ce soir à 9 heures dans l'allocution du président à la nation. » Naturellement, je me suis dit « D'accord, nous allons parler de guerre. » Mais j'ai écouté et c'était un discours tellement ennuyeux. Trump ne savait pas quoi dire. Il ne parlait de rien d'autre que de la baisse de l'inflation en Amérique, du fait que la vie n'a jamais été aussi bonne pour la classe ouvrière américaine et que cela allait encore s'améliorer. Il a son propre plan de santé où il n'y aurait plus de compagnie d'assurance, chacun pour soi, en train de négocier. Donc de toute évidence, la marine a dû lui parler et lui dire « Écoute, la Russie et la Chine ont fourni au Venezuela des armes pour abattre des navires. Nous avons fait les jeux de guerre. Et si tu vas vraiment en guerre contre le Venezuela, en disant que tu vas les bombarder, Trump n'a pas dit qu'il allait envahir. Il a dit que nous allions les détruire sur terre. En d'autres termes, avec des missiles. Eh bien, évidemment, le Venezuela est prêt, avec les défenses russes et chinoises et ses propres défenses, à faire exploser les navires. L'armée, de toute évidence, l'en a dissuadé, et c'est pourquoi il a un peu pataugé pendant son discours de 25 minutes. Eh bien, voilà le problème. Trump essaye de rejeter la faute sur les étrangers. Comme vous venez de le dire, il a accusé le Venezuela de voler leur pétrole, et il veut rétablir les choses comme elles étaient auparavant. Or, à cette époque, l'Amérique latine était dirigée par des dictateurs, comme Pérez Jiménez au Venezuela. Et c'était la même chose à Cuba avant Castro, avec Batista et le gouvernement de l'époque. Autrement dit, ces pays étaient totalement sous le contrôle des États-Unis, ce que Trump aime appeler la sphère d'influence américaine. Et c'est exactement ce que faisait la stratégie de sécurité nationale. Nous contrôlions le pétrole. Trump a donc déclaré que ces navires allaient bloquer toute cette flotte fantôme qui vendait pour 8 milliards de dollars par an de pétrole vénézuélien. Et nous allons les empêcher de commercer, tout comme nous empêchons la Russie de commercer son pétrole en bloquant ses pétroliers.
by blocking its tankers. Trump has already, on November 29th, seized one Venezuelan. Trump, déjà, le 29 novembre, a saisi un pétrolier vénézuélien et l'a amené sur les côtes américaines, les côtes sous contrôle, et a déclaré, « Vous savez, nous avons confisqué le pétrole et nous l'avons pris pour nous. Nous reprenons notre pétrole. Tout ce que possède le Venezuela m'appartient. » Et malgré le fait que les compagnies pétrolières avaient toutes négocié des accords avec le Venezuela, un peu sur le modèle de ce qu'elles avaient fait avec l'Arabie Saoudite. Oui, nationaliser le pétrole. Tout ce qu'elles voulaient, c'était pouvoir le produire, le commercialiser et en tirer tous les bénéfices. Eh bien, si le Venezuela l'avait nationalisé, c'est parce qu'il avait été exploité sous la dictature et des lois à sens unique, et que le pétrole étranger du Venezuela était en train de s'épuiser. Israël l'industrie pétrolière suffit d'un épuisement aux États-Unis. Le pétrole qu'ils extraient au Venezuela ou dans tout autre pays est comptabilisé comme un crédit d'impôt sur le revenu américain. Les pays eux-mêmes ne tirent aucun avantage de l'épuisement de leur pétrole. Toute cette déduction pour épuisement est considérée comme un coût de production, ce qui réduit leurs bénéfices. Ainsi, le Venezuela a constaté que les compagnies pétrolières américaines ne déclaraient tout simplement aucun bénéfice sur lequel payer l'impôt sur le revenu. Elles vendaient le pétrole vénézuélien à un prix très bas à des raffineries situées à l'étranger, principalement à Trinité, à ce même prix bas. Ensuite, Trinité, par l'intermédiaire d'une société panaméenne contrôlée par des firmes pétrolières comme Standard Oil, revendait le pétrole acheté au Venezuela à bas prix, avec une énorme majoration, à la société panaméenne qui le revendait ensuite aux États-Unis à un prix plus élevé. Tout cela relève de l'évasion fiscale. Et c'est pour cette raison que d'autres pays ne veulent pas que les compagnies pétrolières américaines s'installent chez eux, parce qu'ils n'en tirent aucun bénéfice. C'est un accord à sens unique. Et Trump dit que si vous ne nous laissez pas voler votre pétrole, vous volez notre propriété, car nous avons le droit de voler votre pétrole, puisque c'est notre sphère d'influence. Et nous pouvons faire ce que nous voulons. Il est apparemment prêt à faire la guerre. Il est très belliqueux, et il pensait que cela le rendrait populaire. Mais apparemment, les républicains ont fait des sondages et ont découvert que les Américains ne veulent vraiment pas faire la guerre au Venezuela. Pas plus qu'ils ne veulent continuer la guerre en Ukraine. Donc Trump essaie de faire deux choses. Il essaye d'imposer un contrôle total des États-Unis sur le commerce mondial du pétrole, non seulement pour isoler d'autres pays producteurs comme la Russie, l'Iran et le Venezuela, mais aussi pour empêcher le reste du monde de se tourner vers des alternatives au pétrole, comme l'énergie verte issue du vent et du solaire, car c'est là que la Chine a un avantage. Et il ne veut pas seulement s'emparer du pétrole du Venezuela. Il vient de s'approprier la société russe Lukoil et a déclaré que toute entreprise ou tout distributeur de pétrole russe en Europe dont la propriété dépasse 50% peut être saisi parce que la Russie est le méchant. Et c'est une guerre économique. Selon le droit de la mer, bloquer le commerce pétrolier du Venezuela, de l'Iran et de la Chine obtenant environ 4% de son pétrole du Venezuela, est juridiquement défini comme un acte de guerre. Et un acte de guerre finit tôt ou tard par devenir une guerre militaire. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose à ce qu'a dit Michael en soulignant un parallèle. Si vous regardez le document sur la sécurité nationale publié le 4 décembre et que vous lisez la réécriture de l'histoire qu'il contient, vous verrez que le récit qu'on nous a raconté sur la fin de la Seconde Guerre mondiale n'est pas tout à fait exact. Ce n'était pas seulement la fin des empires européens, remplacés par les États-Unis, ni la livre sterling, remplacée par le dollar américain comme monnaie mondiale.
ni la construction de 700 bases militaires autour de la Russie puis de la Chine pour contenir le communisme. Rien de tout cela ne correspond vraiment à ce qui se passait. Ce que l'on trouve dans cette déclaration, et il est évident qu'il s'agit de la pensée de M. Trump, mais aussi de tout l'entourage qui l'entoure, c'est une histoire complètement différente. Une histoire de la victimisation des États-Unis. M. Trump ne cesse de répéter, et il l'a fait dans d'autres contextes également, que les Britanniques, les Canadiens, les Mexicains et les Européens nous exploitent, nous traitent mal, se comportent de manière inappropriée. Encore et encore. Si l'on croit cela, alors les 75 dernières années représenteraient une délégation de l'ensemble de l'establishment politique américain, républicain comme démocrate, à une incompétence stupide, désormais enfin remplacée par un homme intelligent, M. Trump. Et lui ne nous laissera pas nous faire exploiter. Donc bien sûr, il doit réécrire l'histoire de chaque chapitre particulier dans cette réécriture de l'histoire. Un chapitre concerne l'accord que le Venezuela a conclu il y a des années avec les compagnies pétrolières. Je me souviens de l'une des grandes entreprises avec lesquelles ils ont traité, par l'intermédiaire de laquelle ils vendaient du pétrole ici, aux États-Unis. Et ils ont payé une somme pour cela, de la même manière que le pétrole a été nationalisé dans la plupart des pays du monde qui en possèdent. Ils ont franchi cette étape. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient une part du gâteau dans le commerce du pétrole. Sinon, il était simplement monopolisé par les 7 grandes compagnies pétrolières qui le leur prenaient, puis le vendaient au prix qu'elles pouvaient obtenir sur le marché mondial. Qu'il s'agisse de l'Arabie Saoudite ou de l'Égypte, tous voulaient une part de ce qui se passait. Et l'Occident a compris, surtout après la guerre du canal de Suez en 1956, qu'il devait trouver une forme d'accord avec cette réalité. L'Iran s'était soulevé, l'Égypte s'était soulevée. Ils ne pouvaient pas compter sur la présence israélienne pour empêcher ces événements. Alors, ils ont conclu un accord. Tout cela est oublié. Tout cela est réécrit sous la forme d'un récit justificatif. Le récit servant à justifier les tarifs reposait sur l'idée que nous avons été maltraités pendant 75 ans. Et si j'en parle, c'est parce que toutes les personnes incapables de se résoudre à s'opposer au gouvernement Trump, y compris le Wall Street Journal, le New York Times et tous les autres, finiront par prendre au sérieux, tôt ou tard, si ce n'est déjà fait, cette réécriture de l'histoire. Et il est très important que tout le monde comprenne à quel point tout cela relève de l'imaginaire. C'est une mise en scène, mais réalisée de manière si grossière, si soudaine, si dépourvue de la moindre preuve, qu'il est possible pour quelqu'un comme toi, Nima, à juste titre, de relever l'usage intéressant de l'adjectif « notre » dans notre pétrole. Ce pétrole est devenu, comme par magie, notre pétrole. Non pas le pétrole vénézuélien, ni latino-américain, ni simplement du pétrole, mais le nôtre, comme s'il appartenait aux États-Unis. Et ensuite, il déroule son histoire habituelle, selon laquelle un président stupide, remarquez bien la façon dont il le dit, à une certaine époque, aurait permis que ce vol se produise. Voulez-vous que je commente cela? Je suis heureux que vous ayez parlé de la réécriture de l'histoire après la Seconde Guerre mondiale, car c'est là le point essentiel, non seulement pour Trump, mais aussi pour la sécurité nationale. Lorsque Trump justifiait toute cette manœuvre en Amérique latine en disant « c'est ma nouvelle doctrine Monroe », la déclaration sur la sécurité nationale affirmait que la sphère d'influence était l'hémisphère occidental. Mais ce n'est pas seulement l'hémisphère occidental, c'est aussi l'Asie, avec toutes les bases militaires américaines entourant la Chine et la Russie. Et ce qui s'est produit
c'est qu'une histoire fictive s'est imposée. Les États-Unis cherchent essentiellement à monopoliser le contrôle de toute l'Amérique latine et des Caraïbes à leur profit. La Russie va s'emparer de l'Asie centrale et des anciennes républiques soviétiques, vraisemblablement y compris ce qui était autrefois l'Ukraine. Et la Chine va prendre ses voisins asiatiques du continent. Mais il ne s'agit pas vraiment d'une division des sphères d'influence régionales, comme cela s'est produit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, à Yalta, il y a eu une véritable division des sphères d'influence. C'était la rencontre entre Roosevelt, Churchill et Staline. Mais les États-Unis ne vont pas seulement obtenir l'Amérique latine et les Caraïbes. Selon l'accord du Dr Monroe, l'Amérique devait se tenir à l'écart des affaires eurasiennes de l'hémisphère oriental. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que Trump a l'intention de faire. Il dit que l'Europe et l'Asie doivent se tenir à l'écart de l'Amérique latine, que la Russie, l'Iran et la Chine ne doivent ni investir au Venezuela, ni même acheter son pétrole pour leur propre usage. Tout doit être laissé aux États-Unis. C'est donc une parodie de la doctrine Monroe, car il n'y a aucune réciprocité. Les diplomates américains manœuvrent pour contrôler les affaires eurasiennes en encerclant toute la région de base militaire, en tentant de provoquer des changements de régime et en mobilisant d'autres pays. L'un des signes les plus révélateurs de l'absurdité de cette situation est que, outre les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Amérique latine, Washington veut ajouter le Japon à ce groupe de 5, censé décider des affaires militaires, diplomatiques, commerciales et financières du reste du monde. Et vous savez la raison pour laquelle on essaye de forcer le Japon à entrer dans ce groupement régional, c'est pour avoir plus de chances de contrôler le groupe en obtenant le vote du Japon de son côté. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, les États-Unis voulaient ajouter le Japon au Conseil de sécurité de l'ONU, et que la Russie et d'autres pays avaient dit « Ah ah, vous voulez simplement un vote automatique de plus pour les États-Unis au Conseil de sécurité. Le Japon n'a pas de vote indépendant. Eh bien, il n'est pas censé en avoir un ici non plus. » Donc, tandis que la déclaration sur la sécurité nationale disait « D'accord, la Chine et la Russie ont des sphères d'influence sur l'Asie. Vous avez le Quad, les États-Unis, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Cela ne fait pas partie de la sphère d'influence américaine. Latter de faire la Corée du Sud est évidemment côté des États-Unis unis contre l'Asie. Pas un mot de tout cela ne figure dans le Conseil de sécurité nationale. Et quand Trump parle de sphère d'influence, ce qu'il veut vraiment dire, c'est qu'il n'existe qu'une seule sphère d'influence dans le monde. Et c'est le monde entier comme sphère d'influence de l'Amérique. On voit bien où cela mène. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, MacArthur a utilisé des gangs criminels japonais pour attaquer physiquement et démanteler les groupes socialistes au Japon, qui tentaient de s'opposer au militarisme japonais en construisant un socialisme axé sur le travail. Eh bien, les gangs et MacArthur ont fini par mettre au pouvoir le Parti national-démocrate, le NDP, en tant que substitut des États-Unis, faisant au Japon ce que le Parti travailliste britannique a fait pour les États-Unis et la Grande-Bretagne, et ce que Macron fait en France pour les États-Unis. Ainsi, le Japon a en quelque sorte sacrifié son avenir dans les années 1980 avec les accords du Plaza et du Louvre qui ont fini par provoquer la décennie perdue des années 1990. Et le pays est resté bloqué depuis en raison de sa volonté de servir les États-Unis. C'est le modèle que les États-Unis veulent imposer à la Russie, à la Chine et à tous les autres pays. Et ce qu'il fait au Venezuela est à peu près la même chose que ce qu'il fait contre la Russie. Essayer de bloquer son pétrole et de le bloquer partout où il le peut. C'est pourquoi je pense que tous les soi-disant accords sur l'Ukraine
sont en train de s'effondrer en ce moment. Trump est en train de tenter une prise de pouvoir et il envisage de la militariser, tandis que Hegseth semble tout à fait favorable à cette idée. Ce qui pourrait signifier qu'il est sur le départ, compte tenu de son impopularité. Je ferai également remarquer que la doctrine Monroe n'a pas empêché les pays d'Amérique latine de poursuivre et, dans bien des cas, de développer des relations commerciales et d'investissement avec les Européens. Oui, il y avait une définition d'une sphère d'influence, mais cette définition est très variable, très malléable. Elle peut signifier beaucoup de choses différentes. Trump et les personnes qui l'entourent essayent de lui donner un sens bien plus large qu'elle n'en a jamais eu. Il faut donc comprendre cela pour ce que c'est, une manœuvre transparente visant à obtenir une domination régionale plus grande qu'auparavant, tout en continuant à rivaliser avec la Chine et la Russie pour l'Europe, l'Asie et tous les autres territoires. C'est cette reconnaissance apparente que j'ai moi-même perçue ainsi, et je l'ai dit dans nos discussions ici. J'ai vu ce document du 4 décembre comme remarquable parce que d'une manière obtuse, il admettait la fin de l'Empire. Mais j'ai été trop hâtif. Ce que je n'avais pas compris et que j'aurais dû comprendre et que je vois plus clairement maintenant, c'est que oui, c'était un aveu, mais qu'en même temps, c'était aussi l'affirmation qu'il existait une issue à cet aveu, une manière de le contourner. Ainsi, on avait là, c'est ainsi qu'on rédigerait un compromis. Certaines personnes disant à M. Trump, « Écoutez, il faut y aller doucement. » C'est un peu comme l'évaluation de Michael sur ce que la marine a pu dire à Trump la nuit dernière, avant qu'il ne fasse ce qu'il pensait pouvoir faire. Eh bien, il y a des conseillers qui disent « Il faut l'accepter. Nous ne saurons pas gérer un empire mondial. » Alors ils obtiennent une partie du discours. Mais les autres, ceux qui disent « Oui, nous le pouvons », eux, ils comprennent. Ils font partie du discours. Le Venezuela fait partie du discours de ce groupe. La guerre là-bas, c'est leur sujet. Ils s'adressent aux Chinois, qui, soit dit en passant, ont construit l'un des plus grands et des plus coûteux ports maritimes d'Amérique latine, récemment inauguré au Pérou, si je me souviens bien, pour expédier la moitié des produits d'Amérique latine vers la Chine. C'est à cela que tout cela sert. Le port est plus proche de la Chine, si l'on comprend comment fonctionne l'océan à cet endroit. C'est donc une contradiction. Comme la mise en scène d'hier soir, nous allons faire la guerre. Maintenant, nous n'allons plus la faire. Maintenant, nous allons laisser filtrer une guerre. Maintenant, nous n'allons plus la laisser filtrer. Oui, il y a une lutte en cours, ce qui est compréhensible. Cela fait partie du déclin d'un empire. J'ai aussi remarqué qu'ils ont alloué 8 milliards de dollars à Taïwan. Ce n'est pas seulement qu'ils l'ont fait. Ce n'est pas seulement que c'est plus que tout ce qu'ils ont jamais donné auparavant. Mais regardez le moment choisi. Vous le faites au même moment où vous menacez de faire la guerre au Venezuela. Ce n'est pas un pays qui a reconnu que son empire mondial est insoutenable. C'est un pays qui essaye de maintenir son empire mondial. Et je voudrais également souligner, c'est extrêmement dangereux, ce qui explique pourquoi il y a si peu de commentaires à ce sujet. Que les Chinois et les Russes, dans la mesure où leurs marines sont d'une manière ou d'une autre impliquées autour du Venezuela, ce que je crois comprendre, bien que je n'en sois pas certain. 1. Et en tant que lecteur assez attentif de la presse, j'ai peut-être manqué quelque chose, mais je soupçonne qu'on ne nous dit pas grand-chose sur le soutien militaire et économique que la Russie, la Chine et peut-être d'autres ont offert au Venezuela. Mais ça signifie que nous sommes une fois de plus, comme en Ukraine, engagés dans une guerre qui relève d'une forme de violence par procuration entre la Chine et les BRICS d'un côté et les États-Unis, et j'allais dire le G7,
mais il ne reste plus grand-chose du G7 de l'autre. Et c'est une situation très dangereuse. Avant la Première Guerre mondiale, et rappelons que la Première Guerre mondiale a été menée par un ensemble de puissances capitalistes et coloniales, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Russie et quelques autres, qui étaient profondément divisées et se combattaient au Moyen-Orient, en Afrique, un peu partout. Elles avaient connu plusieurs alertes de guerre. Puis un incident mineur, l'assassinat, on ne savait par qui, d'un membre obscur du gouvernement autrichien, l'archiduc Ferdinand, si je me souviens bien. Archduke Ferdinand, if I remember. So he gets assassinated somewhere in the middle of Europe. Alors, il se fait assassiner quelque part au milieu de l'Europe, et tous les pays se font la guerre. Eh bien, ils ne sont pas entrés en guerre parce qu'ils se souciaient de ce noble assassiné. Personne de sensé n'imaginerait cela. Ils sont allés à la guerre parce qu'ils avaient connu 20 ans de conflits ininterrompus entre ces géants colonialistes, chacun s'étant taillé une part du monde. Souvenez-vous de la fameuse réunion de Berlin en 1884, où littéralement tous les dirigeants européens ont sorti de grands marqueurs et ont divisé une carte de l'Afrique en particulier. Les Allemands ont eu leurs gros morceaux, les Belges ont pris le Congo, la Grande-Bretagne a obtenu la majeure partie du reste, les Espagnols un peu, et vous savez, c'était horrible. Mais nous sommes maintenant dans une série très similaire de guerres par procuration, de quasi-guerres, d'incidents de type guerrier. Vous savez, l'absurdité des États-Unis, armant une île à seulement quelques kilomètres des côtes chinoises, est désormais égalée par leur aide au Venezuela, alors même que les États-Unis le menacent. Nous, et j'entends ici le peuple américain, laissons tout cela se dérouler, et il est très clair qui est l'agresseur. Ce n'est pas la Chine ni les BRICS. Le temps a montré qu'ils jouaient en leur faveur. Ils ont grandi malgré tous les efforts des États-Unis et de l'Occident pour les freiner depuis au moins 25 ans. Une tentative après l'autre. Rien n'y fait. Ils ont tiré les leçons. Ils sont désormais autosuffisants en pétrole et en énergie. Le montant qu'ils reçoivent du Venezuela, ils pourraient le perdre demain, et cela n'aurait aucune importance. Leur croissance économique cette année sera encore environ 2,5 fois à 3 fois celle du PIB des États-Unis. J'ai lu hier un rapport comparant le coût d'un kilowatt d'énergie en Chine à celui de n'importe quel producteur là-bas. C'est un sixième du coût par kilowattheure pour un producteur aux États-Unis. C'est pourquoi il n'y a pas d'inflation en Chine. Ces dernières années, leur taux de hausse des prix est resté inférieur à 1%. Nous avons de l'inflation et nous avons un grave problème avec nos prix de l'énergie. L'Europe, c'est encore pire. Nous ne nous en sortirons pas ainsi. Le temps joue en leur faveur. Alors, qui va bouleverser l'ordre établi? Qui va commettre l'erreur à mesure que la situation s'aggrave? Eh bien, nous avons ici un gouvernement prêt à risquer une guerre indicible pour poursuivre ce jeu. Et ici en Europe, comme je l'ai lu ce matin, les dirigeants de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne semblent aussi disposés que jamais à risquer une guerre avec la Russie simplement pour sauver leur carrière politique. Car l'immense majorité des gens ne veulent pas de guerre, ne soutiendront pas une guerre et ne se soucient pas assez de ce qu'ils pensent qu'il se passe en Ukraine pour risquer tout ce qu'une telle guerre entraînerait. Je veux dire, oui, il y en a quelques-uns qui sont littéralement déséquilibrés. Les républiques baltes et quelques autres qui s'expriment sur un ton délirant. Ce sont des gens qui ont été longtemps dans le désert politique. Et cela se voit. Mais les plus raisonnables, les plus équilibrés, eux ne veulent pas de cela. Les Européens avant la Première Guerre mondiale ne le voulaient pas non plus, mais ils s'y sont laissés entraîner en permettant que ces incidents ne soient pas contestés par un mouvement pacifiste. Et d'ailleurs, après la Première Guerre mondiale, le système capitaliste,
celui-là même qui s'était fait la guerre à lui-même pendant ce conflit, a subi les défaites les plus incroyables qu'on puisse imaginer. Tout d'abord, ils ont perdu un pays entier, la Russie, qui a connu une révolution en pleine Première Guerre mondiale et n'a jamais rejoint l'Occident, pas même aujourd'hui. Et ils ont donné le pouvoir aux partis socialistes et communistes dans leurs pays respectifs, ce qu'ils regrettent depuis. Quelque chose de similaire s'est produit après la Seconde Guerre mondiale également. Je voudrais donc mettre en garde ceux d'entre vous qui seraient trop enthousiastes quant à la direction que ces guerres pourraient prendre. En laissant de côté la possibilité d'une guerre nucléaire, les autres types de guerres n'ont pas été favorables au capitalisme qui les engendre. Et celle-ci, si elle a lieu, ne le sera pas non plus. Michael, du Venezuela au pétrolier russe. Prenons le pire des scénarios. Les États-Unis sont-ils en train d'étendre discrètement une guerre mondiale? Parce que nous avons appris, comme Richard l'a mentionné, l'existence du nouveau lot d'armes destiné à Taïwan. 11,1 milliards de dollars, le plus important jusqu'à présent. Qu'en penses-tu? Richard vient d'expliquer ce que signifie la Déclaration sur la sécurité nationale lorsqu'elle affirme que l'Empire américain est terminé et que nous ne pouvons plus essayer de diriger le monde. Il sera divisé en régions. Cela veut dire exactement ce qu'il a dit. Agir par l'intermédiaire de puissances suppléantes, en pratique. En d'autres termes, nous ne pouvons plus nous permettre de supporter les coûts d'une guerre contre la Russie en Ukraine. C'est un gouffre sans fond, compte tenu de la corruption et du fait que l'Ukraine a subi de si lourdes pertes. Mais je pense que Trump en a assez de l'Europe. Vous avez vu toutes ces déclarations hostiles à l'Europe. Donc, essentiellement, lorsqu'il parle d'abandonner l'Empire, il fait référence au combat actuel de l'Europe contre la Russie. Si l'Europe veut se battre contre la Russie, dit-il, eh bien, qu'elle soit notre intermédiaire. Well, to no perception pour time. Nous allons continuer à fournir des radars et des conseils militaires, leur indiquer exactement où bombarder la Russie, mais nous n'allons pas y consacrer d'argent. L'Europe devra assumer la responsabilité du financement. Malheureusement, nous avons nos marionnettes là-bas. Merz, qui vient de dire qu'il veut recommencer à enrôler des Allemands dans une nouvelle Wehrmacht pour combattre la Russie, comme s'il allait y avoir une guerre terrestre. Macron, qui continue d'envoyer des mercenaires français. Et bien sûr, Starmer en Angleterre. C'est donc une utilisation de ces pays comme intermédiaires. Les États-Unis se désengagent d'eux, tout comme ils essayent de le faire en Asie, en utilisant Taïwan, le Japon et la Corée du Sud comme leur relais, ou en Amérique latine, avec des gouvernements comme celui de Bolsonaro, que Trump a tenté de faire libérer après sa tentative de renverser l'élection. Mais il faut encore autre chose pour mettre fin à ce contrôle américain. Et c'est quelque chose, je pense, vers quoi vous tendiez. Cela signifie l'effondrement du droit international. Cela signifie le remplacement non seulement du droit international, mais aussi de tous les principes des Nations Unies qui ont été créés, apparemment de manière légale, après la Seconde Guerre mondiale. C'est par exemple le droit de la mer. La mer appartient à tout le monde et n'est pas nationalisée comme faisant partie des États-Unis. Trump affirme que d'autres pays ont volé les océans Atlantique et Pacifique aux États-Unis, qu'ils sont à nous et que nous allons les reprendre. Je paraphrase ou j'étends un peu sa logique. Mais il s'agit aussi des accords climatiques. Les accords de Paris, entre des pays tous menacés par les phénomènes météorologiques extrêmes mondiaux, le réchauffement climatique, les inondations et les sécheresses qui se produisent partout. Ils essayent de décarboner l'environnement pour empêcher cette catastrophe climatique de se produire, la montée du niveau des mers
l'inondation des côtes partout dans le monde. Mais Trump dit en gros, eh bien, tout comme nous sommes contre le fait que vous disiez que le droit de la mer est libre pour tout le monde, comme si ce n'était pas de notre océan dont vous parliez, il en va de même pour les accords climatiques. Nous sommes contre tout accord international qui nous empêcherait de contrôler le commerce mondial de l'énergie grâce à notre contrôle du pétrole et de décider qui peut produire et échanger ce pétrole et qui nous avons le droit de bloquer. Tout cela est bloqué. Ainsi, il y avait le droit international, le libre-échange, le statut de la nation la plus favorisée, la libre circulation des capitaux, tous ces dispositifs et toute cette idéologie mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cela semblait être la direction que prenait la civilisation. Tous les gouvernements, ou du moins la majorité, agissant ensemble pour résoudre les problèmes communs du monde. Depuis la question de savoir qui peut utiliser la mer, jusqu'à la manière d'empêcher certains pays de polluer l'environnement et de nuire aux autres, de menacer leur sécurité ou d'imposer des idées militaires. Oui, chaque pays aurait sa sécurité nationale et son armée, mais pas au détriment de la sécurité militaire des autres pays, comme le répètent le président et le ministre des Affaires étrangères russe. Tout cela constitue une attaque, affirmant que le droit international a pris fin. Tout cela est soumis à l'ordre fondé sur les règles des États-Unis, où en gros, tout accord ou toute réglementation concernant le commerce international ou l'utilisation des combustibles est placé sous la domination américaine. Et c'est là la véritable prise de pouvoir. Il n'existe en réalité qu'une seule sphère d'influence véritablement régionale, celle de l'Amérique sur l'Amérique latine. Tous les autres pays censés avoir une sphère d'influence. Lorsqu'on parle de la sphère d'influence russe, cela signifie que l'Europe doit affronter la Russie, pas nous. Lorsqu'on parle d'une sphère d'influence chinoise, cela veut dire, eh bien, laissons la Chine faire ce qu'elle peut, mais nous allons l'encercler avec les pays du Quad et avec des proxys américains, notamment à Taïwan, avec qui nous venons de signer un accord. L'Amérique vient de signer un énorme contrat d'armement, je crois qu'il s'élevait à 11 milliards de dollars, pour tenter d'y faire face. L'Amérique ne reconnaît la sphère d'influence d'aucun autre pays, sauf la sienne, qui consiste à dire « restez en dehors de l'Amérique latine ». Et comme Richard vient de le souligner, ce n'était pas la doctrine Monroe. Tout pays pouvait commercer ou emprunter auprès d'autres nations. En fait, au moment même où les pays d'Amérique latine, à partir des années 1920, ont conquis leur liberté politique vis-à-vis de leurs colonisateurs étrangers, le Mexique, le Brésil, tous les autres, ils se sont endettés, principalement auprès des banquiers britanniques. Et Haïti s'est endetté pour racheter sa liberté auprès des banquiers français. Tous ces pays d'Amérique latine sont devenus des satellites financiers de l'Angleterre et des banquiers européens. L'Amérique n'avait aucun problème avec cela, aucun problème avec d'autres échanges. L'Amérique était tout à fait favorable au commerce latino-américain avec d'autres pays, tant que les bénéfices étaient tous envoyés aux États-Unis et non en Europe. Et les États-Unis sont les bénéficiaires de ce commerce. En somme, Trump affirme qu'une sphère d'influence ne peut être tolérée que si les États-Unis sont les seuls bénéficiaires de tout excédent économique ou de balance des paiements générés par ces 5 régions. C'est ce double standard que l'étude sur la sécurité nationale est censée promouvoir. Et si je pouvais ajouter un autre point, simplement pour enrichir les niveaux de compréhension de ce qui se passe ici. Vous savez, les États-Unis sont sortis de la Seconde Guerre mondiale comme la puissance économique dominante. Mais ce n'était pas seulement que le dollar américain était partout, que les États-Unis finançaient tout et accordaient les prêts, le plan Marshall et tout le reste, pour le monde entier, et dominaient le commerce mondial.
C'était aussi une domination politique, une domination idéologique. Vous savez, Hollywood produisait les films que tout le monde regardait. Levi Strauss fabriquait les jeans que tout le monde apprenait à porter, et ainsi de suite. Tout cela, à une exception possible près, a fini par être renversé. Les États-Unis ne sont plus la première puissance économique. Nous en avons discuté jusqu'à la nausée, et les preuves en sont partout. Elles s'accumulent littéralement chaque jour. C'est la même chose pour la politique. Vous savez, sur certaines questions clés, les États-Unis ne perdent pas seulement des votes aux Nations Unies, ils les perdent massivement. Il y a des votes de plus d'une centaine de pays contre 5. Les États-Unis font partie des 5, Israël est généralement là, et puis quelques petites îles du Pacifique. Mais le reste du monde n'est plus avec eux. Et même les Européens, serviles envers les États-Unis comme ils continuent de l'être, du moins leurs dirigeants, font des déclarations contre les politiques américaines. Et je peux vous assurer que l'ambiance ici, je ne suis là que depuis quelques jours, la critique de Trump est omniprésente, entre les lignes ou directement, dans la presse et ailleurs. Ainsi, l'arsenal politique n'existe plus. La position politique a disparu. La position économique a disparu. La position idéologique a disparu. Le monde ne suit plus chaque mode venu des États-Unis comme autrefois, que ce soit dans l'habillement ou autre chose. Alors, que reste-t-il? Voici mon point, l'armée. Nous n'avons pas encore montré au monde que notre puissance militaire n'est plus écrasante. Pendant la majeure partie des 30 dernières années, et certaines agences s'en chargeaient, lorsqu'on dressait la liste des dépenses militaires des grandes puissances mondiales, les États-Unis figuraient non seulement en première position, mais dépensaient plus pour leur armée que les 8 ou 9 pays suivants réunis. Et ces 8 ou 9 pays comprenaient la Russie et la Chine. En d'autres termes, les États-Unis étaient aussi massivement dominants sur le plan militaire pendant la guerre froide qu'ils l'étaient sur les plans économiques, politiques et idéologiques. Voici comment j'interprète ce que Michael a dit, et ce phénomène qui me semble toujours bien plus important que l'attention qu'on lui accorde. Tirer sur des personnes innocentes parce qu'elles n'ont pas été reconnues coupables, assises dans des bateaux dans les Caraïbes ou dans le Pacifique. D'ailleurs, je crois que environ 95 d'entre elles, ou un nombre approchant, ont été tuées. C'est un symbole très fort de nous allons utiliser ce qu'il nous reste encore, l'armée. Nous n'allons pas faire comme les précédents présidents stupides qui faisaient ceci. Vous avez la marine, vous montez à bord du navire, vous confisquez la drogue, si elle s'y trouve, vous arrêtez les personnes impliquées, puis elles rentrent dans leur pays pour y être jugées. Non, ça n'a pas marché. Alors maintenant, nous utilisons ce qu'il nous reste, le point. Nous sommes en position de dire, attention monde, si vous vous mettez de notre mauvais côté, nous allons vous faire subir la même chose. Bon, cela revient à utiliser l'armée, parce qu'il ne reste plus rien d'autre à utiliser. Et il y a ici 2 issues possibles. Premièrement, cela fonctionne. Vous terrorisez une grande partie du monde par la menace d'une action militaire, en fin de compte, d'une action militaire nucléaire. Ou bien, et vous pouvez bien sûr avoir les deux, vous poussez le reste du monde à vous considérer comme le danger numéro 1 pour la paix mondiale et à s'organiser économiquement et politiquement pour vous vaincre. Et je vais vous laisser sur cette observation. And here, let me leave you with a observation. We have hollowed out our manufacturing. Nous avons vidé notre secteur manufacturier. Nous ne pouvons pas avancer seuls. Et si le reste du monde en venait à nous voir comme une nation rebelle, prête à menacer militairement, il y aurait des réactions. Demandez-vous, si vous le voulez, posez-vous cette question. Si les conseillers de M. Trump, qui veulent la guerre au Venezuela, obtiennent gain de cause et que les États-Unis attaquent,
envoie des troupes. Tout cela, ce n'est pas seulement que les Russes et les Chinois pourraient leur réserver quelques surprises au Venezuela. C'est aussi qu'ils peuvent bien sûr prendre des mesures de représailles de toutes sortes. Nous allons recommencer à entendre parler des terres rares et de toutes sortes d'autres leviers qu'ils pourraient actionner. Et là, nous voyons à nouveau la route vers la guerre tracée juste devant nous. Dépendant des décisions qui sont littéralement prises en ce moment même. Eh bien, Richard a défini le problème. La position économique autrefois dominante de l'Amérique n'existe plus. Elle a disparu. Alors comment les États-Unis peuvent-ils maintenir leur niveau de vie sans industrie, avec la désindustrialisation, et en étant devenu un pays débiteur au lieu du principal créancier mondial, détenant la majeure partie de l'or mondial et des créances financières sur d'autres pays? Eh bien, comme Richard vient de le souligner, d'autres pays doivent désormais commencer à payer pour les guerres militaires que les États-Unis ont menées auparavant. Et une partie de ce paiement sert encore, je pense, à soutenir le complexe militaro-industriel américain. Ces pays, l'Europe et d'autres, sont censés acheter des armes américaines, malgré le fait que l'Allemagne essaie de mettre en place sa propre version du keynésianisme militaire à travers ses propres fabricants d'armes. Le fait est que, sans les prix de l'énergie russe et sans de faibles coûts de production, il ne peut vraiment pas rivaliser avec la Russie ni avec d'autres pays. Les autres pays vont devoir accorder des avantages aux États-Unis pour subventionner leur désindustrialisation, pour subventionner leurs énormes déficits budgétaires fédéraux qui sont en grande partie financés, du moins l'espérait-on, par d'autres pays détenant des titres du Trésor comme actifs étrangers, comme réserves monétaires étrangères. Tout cela suppose que d'une manière ou d'une autre, les États-Unis vont diriger les politiques des autres pays afin de s'assurer que tout reste centré sur eux, comme s'ils étaient le centre d'une toile d'araignée qui s'étend vers l'extérieur. Et la question est de savoir si les autres pays vont dire « Nous voulons notre excédent économique pour nous-mêmes », tout comme le Venezuela voulait ses ressources naturelles et les revenus qui en découlent pour lui-même. Les États-Unis n'ont qu'une seule chose à offrir à ces pays. Ce ne sont plus les exportations industrielles. Ce ne sont pas des prêts. C'est l'accord de ne pas les bombarder, de ne pas les terroriser et de ne pas leur imposer des gouvernements issus d'un changement de régime, comme lors du massacre du Maïdan en Ukraine. Mis à part la capacité des États-Unis à semer le chaos dans d'autres pays, comme nous en avons parlé lors de la dernière émission, les États-Unis n'ont en réalité rien à offrir. Alors pourquoi d'autres pays n'agiraient-ils pas dans leur propre intérêt économique en disant « Nous créons désormais l'excédent économique. Cet excédent devrait nous revenir. Nous voulons tirer nos propres profits de nos exportations. » Pourquoi ne pas commercer avec les économies les plus dynamiques du monde, la Chine, la Russie et d'autres pays d'Asie de l'Est, plutôt qu'avec une économie intérieure en déclin, les États-Unis, dont le PIB est principalement de nature financière et rentière, immobilier, finance, assurance santé et autres compagnies d'assurance. L'Amérique ne peut pas offrir à d'autres pays les profits de son secteur entier, la recherche de rente économique, car ce n'est pas vraiment un produit. Et sans cela, tout ce que l'Amérique possède, c'est la capacité d'exploiter par la menace. Elle n'a rien de positif à offrir aux autres pays, sauf qu'elle bénéficie d'une certaine manière de la loyauté personnelle, vous savez, des trois Européens que nous avons mentionnés, Macron, Merz et Starmer. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une réunion en Europe, elle a peut-être lieu pendant que nous parlons, où 10 pays européens veulent s'emparer des économies de la Russie, confisquer les réserves monétaires russes en Europe. 8 pays s'y opposent.
monetary savings in Europe. 8 countries are opposing this. Trump in the national security statement said Trump, dans sa déclaration sur la sécurité nationale, a dit qu'il voulait qu'au moins 4 pays se retirent de l'Union européenne. L'Italie, la Hongrie, la République tchèque et quelques autres. Eh bien, il semble que beaucoup d'autres pays cherchent maintenant à se détacher de l'UMPO et se détacher de la direction de l'UMMABER, qui serait selon lui une marionnette de l'OTAN, signifie se libérer du véhicule américain de contrôle de la politique européenne des autres pays par l'intermédiaire de ses mandataires. L'OTAN et l'UPER seraient des instruments américains pour contrôler les nations. Ainsi, lorsqu'on parle de pays agissant dans leur propre intérêt, cela implique de se libérer de l'OTAN, de l'UDPER et de tous ces gouvernements de substitution que l'Amérique aurait mis en place. Tu sais, c'est un tribut. Quand von der Leyen conclut l'accord avec Trump, il propose de baisser les droits de douane. Simplement les baisser, pas les supprimer. Et en échange, les Européens doivent payer un tribut. Ils doivent acheter du gaz naturel liquéfié aux États-Unis à un prix qu'ils ne peuvent pas se permettre, et ils doivent investir 700 milliards de dollars de leur excédent ici, dans l'économie américaine. Absolument extraordinaire. Mais c'est le modèle. Tu vas obtenir un tribut. Comme Rome, à la fin, recevant un tribut de tous ceux qui s'étaient rebellés contre elle parce qu'ils ne voulaient plus payer. Les États-Unis se trouvent dans une situation très dangereuse et ils prennent toutes les mesures qui vont avec. Vous savez, c'est une tentative de sortir du déclin de son empire en posant un geste symboliquement de rupture. Mais quand on regarde les conséquences réelles, cela aggrave leur dilemme. Quand on se retire de l'accord sur le climat, regardez quelle est l'étape suivante. Je passe sur quelques points, mais l'étape suivante a été l'annonce hier par la société Ford Motor qu'elle abandonne son programme de véhicules électriques. Elle y avait investi des dizaines de milliards de dollars. Tout cela jeté par la fenêtre. Ils reviennent à la production de voitures à carburant fossile, tandis que le reste du monde se tourne vers les véhicules électriques. Ford abandonne parce que les Chinois les ont surpassés en production, en compétitivité et fabriquent déjà les véhicules électriques les meilleurs et les moins chers. Alors ils abandonnent. Cela rend les États-Unis encore plus dépendants des combustibles fossiles et donc plus centraux dans le réchauffement climatique qui découle de leur production et de leur combustion. C'est comme si le monde s'inquiétait du trafic de stupéfiants, mais oubliait que les États-Unis en sont le plus grand marché. Vous allez concentrer ici une dépendance après l'autre, tout cela au nom de l'indépendance. Et je pense que ce que vous voyez, c'est simplement un effort désespéré. Même le Venezuela, si vous décidez de miser sur le pétrole et le gaz, alors oui, il est logique de vouloir s'emparer du pétrole et du gaz du Venezuela, car contrairement au Moyen-Orient ou au Nigeria, il se trouve dans l'hémisphère occidental. Ce n'est pas une réflexion très subtile, mais voilà encore une fois que vous utilisez votre armée, parce que vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs autrement. Et penser que le seul message que le reste du monde reçoit est « conformez-vous » serait une grave erreur. Les Chinois ont montré depuis 30 ans que leur réponse consiste à devenir autosuffisants, à se libérer de toute dépendance envers les États-Unis pour quoi que ce soit. Et puis je veux rappeler à tout le monde qu'après la Seconde Guerre mondiale, dans ma profession, l'économie, dans les universités, le sous-domaine le plus populaire s'appelait le développement économique. La plupart des jeunes qui entraient dans ce domaine finissaient avec de bonnes intentions par aider les pauvres du monde à se développer. On étudiait, vous savez, les économies agraires et on discutait des économies dépendantes de l'exploitation minière
et de la manière de concevoir des stratégies pour sortir de leur terrible pauvreté et entrer dans le monde moderne. Ce qui signifiait alors l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et le Japon. Très bien, nous voilà 70 ans après le début du développement économique. Le seul pays qui n'a reçu aucune aide de l'Occident pour son développement économique, c'est la Chine, et avec elle, Russie pour Manner. And with it, Russia, and that North Korea. All the rest got all kinds of Tous les autres ont reçu toutes sortes d'aides du plan Marshall et d'aides étrangères. Et ils ont eu des délégations. Beaucoup de mes camarades de classe sont partis en voyage dans ces pays pour leur donner des conseils, pour enseigner. Qui a réussi? La Russie, la Chine et la Corée du Nord. Qui n'a pas réussi? Tous les autres. Voilà ce que l'aide de l'Occident leur a apporté. Ils n'en sont pas inconscients. Ils ne le disent peut-être pas, mais ils le savent. Ils doivent savoir ce qui, dans le monde, a permis aux Chinois à leur manière, et même aux Russes à la leur, d'acquérir le pouvoir, la richesse et l'indépendance qu'ils aimeraient avoir, mais auxquels ils ne peuvent même pas aspirer dans la situation actuelle. Ce sont là autant de façons de comprendre que l'isolement des États-Unis est une autre manière d'expliquer ce que nous vivons aujourd'hui. Je voudrais faire un commentaire sur le point de Richard concernant le tribut. Le Japon a promis de verser 550 milliards de dollars en investissement et en prêts aux États-Unis, la Corée du Sud, 350 milliards, et l'Europe, 200 milliards. Mais s'opposer au fait que les États-Unis perçoivent un tribut du reste du monde revient à isoler ces pays et la capacité de l'Europe à verser un tribut aux États-Unis. Si la source de la capacité de l'Amérique à bloquer le développement économique d'autres pays réside dans le tribut qu'elle reçoit désormais de ses satellites à l'étranger, et non sur son propre territoire, alors il faut isoler non seulement l'économie américaine, mais aussi celles qui sont volontairement devenues des satellites des États-Unis, acceptant de verser la totalité de leur excédent de balance des paiements, leur excédent économique et commercial, aux États-Unis comme tribut, en échange du fait que ceux-ci ne renversent pas leur régime impopulaire. C'est donc une extension intéressante de la géopolitique des autres pays devenant indépendants. J'aime beaucoup ce que Richard a dit à propos des cours les plus populaires, qui étaient les cours de développement économique. Quand j'étais à l'école dans les années 1960, c'était effectivement le cas. Il a tout à fait raison. Ce qu'il considérait comme du développement économique, d'autres pays l'appelaient sous-développement. Et pour moi, they're not Ralph Tatsit smiling. Richard, avais-tu été quelque chose avant que nous terminions? Je tiens simplement à reconnaître que j'ai eu un professeur, le seul, dans tout mon parcours d'études supérieures en économie, qui avait vraiment compris les choses, qui nous avait dit à l'époque exactement ce que nous verrions et que nous voyons aujourd'hui. Certains d'entre vous connaissent peut-être son nom, Paul Baran. Il était professeur d'économie à l'université Stanford. C'était malheureusement la dernière année de sa vie, mais j'ai eu la chance d'être son élève à ce moment-là. Il a écrit un livre intitulé The Political Economy of Growth, dans lequel il abordait précisément ce dont je parle. Ce livre nous a donné la clé pour comprendre comment la Chine pouvait atteindre le type de croissance économique dont on parlait, mais qui n'avait jamais été réalisé dans la moitié occidentale du monde. Merci beaucoup, Richard et Michael. C'est toujours un grand plaisir. Joyeuse fête, au fait. Joyeux Noël. Bye-bye. Et au revoir.